Vous êtes le premier à savoir et à comprendre l'actualité dominicale de ce dimanche 14 juin 2026. Si vous nous rejoignez, fidèles téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité que nous ouvrons par cette actualité très importante. Tout d'abord en images. Le Haut Conseil islamique du Mali, instance suprême de la communauté musulmane de notre pays, sous le leadership de son éminence, Al-Sayyid Sherif Ousmane Madan Haïdara, annonce la tenue d'un meeting prévu pour le 20 juin 2026 consacré à la cohésion nationale et à la concorde entre différentes obédiences. L'objectif vise à renforcer le vivre ensemble entre musulmans et fidèles d'autres religions. Et selon les responsables de la Oumma islamique, cette rencontre nationale vise également à promouvoir la paix, la stabilité et la cohésion sociale au sein de la population malienne, tout en appelant à l'unité face aux divergences observées dans certains discours religieux. En prélude à ce grand rassemblement, une réunion extraordinaire s'est tenue ce samedi 13 juin 2026 au siège du Haut Conseil islamique du Mali, assise à Amdallah Asseyi, en commune 4 du district de Bamako. Pour comprendre la suite de cette annonce, suivez l'intervention de M. Ibrahim Diaby, membre de la commission scientifique de l'organisation, au micro de nos reporters. La rencontre de cet après-midi est relative à une importante activité que le Haut Conseil islamique compte organiser à la date du 20 juin. Cette activité qu'on a dénommée le Rassemblement national pour l'unité des musulmans pour faire face aux défis. Et de par l'intitulé de la journée, on peut se faire une idée par rapport à l'objectif de la journée. C'est après avoir fait le constat des multiples défis auxquels les musulmans ou la communauté musulmane est confrontée dans ces pays, à savoir les problèmes qui sont liés entre les différents leaders religieux, les problèmes, les divergences concernant l'interprétation même de certaines questions religieuses et l'appréciation des textes, mais aussi les questions relatives à l'épineux problème de la gestion des mosquées et des édifices publics et des édifices religieux. Le président du Haut Conseil islamique, à la personne de Sherif Ousmane Madan Haïdara, a pris son bâton de pèlerin de rassembler tous les démembrements du Haut Conseil islamique, mais aussi tous les leaders religieux de notre pays, afin de se pencher sur ces différentes questions. Et lui-même, il a entrepris des visites auprès des différents leaders religieux afin de recueillir leurs idées, leurs opinions par rapport à ces différents problèmes. Après avoir fait toutes ces démarches et tenir toutes ces rencontres, le résultat a été de convoquer l'ensemble des bureaux du Haut Conseil islamique, mais aussi les leaders religieux, de toutes tendances confondues, afin qu'on puisse se retrouver autour d'une table, échanger sur des problèmes, mais aussi voir comment on peut consolider davantage l'unité au sein de la communauté musulmane. Une communauté unie peut faire face à toutes sortes de défis. Nous savons tous que notre pays est confronté à multiples défis. Et les pays comptent sur la participation et la contribution de la communauté musulmane. Donc, c'est ce qui nous a amené à prendre cette initiative d'organiser cette journée et afin de trouver une solution aux différents problèmes évoqués. Pour ce qui concerne les différentes commissions, ils sont tous pilotés par le président du Haut Conseil islamique lui-même, à travers un directoire. Et ce directoire a mis en place des différentes sous-commissions. Nous avons une commission scientifique qui est chargée de réfléchir par rapport aux différentes thématiques et de proposer des solutions idoines.
Comme vous le savez, une telle journée est sanctionnée soit par une déclaration ou par une charte ou bien par autre chose. Mais en tout cas, il y aura une déclaration forte par rapport à ces différentes questions. Nous avons une commission de mobilisation afin que toutes les tendances confondues, mais aussi même nos autorités coutumières et traditionnelles, comment les mobiliser autour de cette question. Nous avons un secrétariat qui doit s'occuper de l'organisation pratique, mais aussi de l'acheminement des différents courriers. Nous avons une commission qui est la vôtre, la commission communication, mais aussi nous avons une commission d'accueil et organisation. Donc voici les différentes sous-commissions qui sont à pied d'œuvre depuis le lancement de l'initiative, et les différentes sous-commissions sont à un niveau très satisfaisant aujourd'hui, et on peut dire que nous sommes prêts, Inch'Allah, pour la tenue de l'activité à la date prévue qui est le 20 juin 2026. Autre actualité dominicale, les responsables de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Association nationale des élèves et étudiants du Mali, en abrégé AMSNEM, ont animé une conférence de presse pour réitérer leur soutien aux autorités de la transition, soutien également qui va en direction des 5 ans du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Donc c'est aussi également pour appuyer les récentes décisions prises par le gouvernement de la transition. Le point avec Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodego. Cette conférence de presse, animée par l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSNEM, a pour but de mobiliser et sensibiliser le peuple souverain du Mali à soutenir les autorités de la transition sous le leadership éclairé du général d'armée Assimi Goïta sur les récentes décisions prises par le gouvernement qui portent sur les 5 ans de la transition, la crise sécuritaire et l'interdiction de circuler sur les grosses motos cylindrées et dans les forêts classées. L'objet de notre rencontre, vous avez vu, c'est écrit ici, mobilisation, sensibilisation du peuple, soutien aux généraux, les 5 ans du président, les crises et principalement ce que la décision qui a été prise d'interdire la circulation des gros engins cylindrés et l'interdiction de circuler dans les forêts classées. Ça, c'est des actes qui sont posés pour sécuriser l'ensemble de la population. Nous sommes un pays en guerre. Alors nous demandons à l'ensemble du peuple malien d'être unis autour de ces décisions-là et de les faire appliquer et de les appliquer. Il y va de notre survie, il y va de notre sécurité. Parce que c'est ces engins-là qui sont utilisés par les terroristes pour aller nous tuer. C'est ces forêts-là qui constituent les refuges de ces terroristes-là. Donc notre point de presse aujourd'hui, c'est la mobilisation, la sensibilisation de nos populations pour aller vraiment dans ce sens-là. Présent à cette rencontre, l'honorable Sambou Djadje Fofana, membre du Conseil national de transition, a vivement apprécié cette conférence à juste titre. J'ai tenu à être présent pour assister au point de presse qu'ils viennent de livrer sur les actualités concernant l'état du Mali d'aujourd'hui. Et j'en suis très heureux. Et tout ce qui a été dit est suffisamment porteur pour la sensibilisation des Maliens et par rapport à la situation de guerre, n'est-ce pas, la situation de l'insécurité dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que c'est une bonne initiative qu'il faut saluer et renouveler. Selon le conférencier du jour, ces décisions viennent à point nommé car elles garantissent la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Absolument, absolument. Parce que quand les forces de l'ordre qui sont chargées de notre sécurité utilisent les drones, on a souvent l'impression que les terroristes là se mêlent à la population. Et là, c'est difficile de mener une opération efficacement. On a de peur donc d'avoir des effets collatéraux. Maintenant, si on interdit les motos et que certaines personnes se hasardent encore à circuler, c'est qu'ils sont des terroristes et ils seront frappés en tant que terroristes. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, ça, c'est le côté des engins. Du côté des forêts classées, on a dit
qu'il ne faut pas circuler dans la forêt classée. Vous avez vu les gens, les Usaïs qui allaient vers Ségou, étaient obligés de passer par Koulikoro pour contourner la Faya. Parce que c'est dans la Faya qu'il y a le nid des terroristes. Donc désormais, les drones auront la facilité de frapper tout individu qui virait parce que c'est un terroriste. A noter que l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM, est une association apolitique regroupant les acteurs historiques du mouvement estudiantin. Elle s'investit aujourd'hui dans la médiation sociale, le soutien aux autorités de la transition et la résolution des crises. Dans l'actualité de ce dimanche, direction Bankoni Dianguinebougou, justement, la famille chérifienne vient d'être gratifiée donc d'un livre intitulé Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, le missionnaire. L'auteur donc qui est à son 7e ouvrage s'appelle Monsieur Kali Diallo, enseignant de son état et écrivain également. Donc la cérémonie de remise s'est déroulée en cours de semaine en présence du monde littéraire, donc élus locaux également, donc et le responsable de la FADI. On fait le point avec Moussa Fomba. C'est au sein de la famille chérifienne que s'est tenue la cérémonie de remise des exemplaires. L'auteur Kali Diallo, enseignant et écrivain, car c'est de lui qu'il s'agit, a offert ce précieux témoignage à Seyed Chérif Ahmed Tidiane Haïdara lui-même, célébrant ainsi l'héritage et la mémoire de l'illustre missionnaire. L'événement a enregistré la présence d'élus locaux, les responsables de la Fédération Ansardine Internationale FADI, du mouvement Jeune Esprit de la littérature malienne, l'Association des écrivains du Mali, l'Union des écrivains du Mali, la jeunesse Ansardine, l'association Angabe Mayala, la coordination des jeunes du Mandé, le collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Camus, le club des jeunes littéraires d'Afrique et enfin le groupe Imam Hussein. Nous sommes à une grande cérémonie de dédicace d'un livre écrit par M. Diallo à l'honneur de notre Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, le missionnaire. Et nous le remercions, l'écrivain, et les autorités ici présentes, nous les remercions tous. Et tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie, nous les remercions. Et nous sommes très fiers de notre guide et notre Seyed Ahmed Tidiane Haïdara, puisque ce qu'il a fait depuis près de 15 ans a été mentionné dans ce livre. Et tout est fondé avec des preuves et des témoins. Donc c'est un livre que nous devons apprécier et soutenir l'écrivain et saluer aussi notre guide pour sa bonne volonté et son bienfait aux créatures du monde. Et nous le saluons aussi pour ses bienfaits à l'humanité. Et nous profitons du micro pour le saluer au nom de tous les Ivoiriens, puisqu'il a fait un mois en Côte d'Ivoire pour prêcher la bonne nouvelle. Et tous les Ivoiriens le saluent et nous le souhaitons longue vie et bon vent, et que cette dédicace soit la bonne et que ça ne soit pas aussi la dernière. Et merci à vous. Les invités présents ont salué l'initiative de l'auteur, soulignant l'importance de préserver et transmettre l'histoire et les valeurs des figures chérifiennes au sein de la Oumma islamique en particulier et dans le monde entier en général. Moi, je suis vraiment honoré de ce livre-là, parce que vraiment ça contient beaucoup des passages du shérif. Donc il y a tout énuméré là-dedans depuis sa naissance, ses parcours académiques jusqu'à maintenant. Donc vraiment, je suis vraiment honoré, je suis vraiment content. Kali, vraiment, je l'encourage beaucoup parce que depuis qu'il était étudiant, il a commencé vraiment à faire des écritures un peu partout là. Donc depuis en ce temps-là, donc vraiment on continue à l'encourager et à l'aider aussi. Voilà, c'est un garçon vraiment qui doit être vraiment encouragé. Mesdames et messieurs, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara est né en 1986 à Bamako, dans la maternité de Medina Koura, commune 3 du district de Bamako. Il est le fils de Chérif Ousmane Madane Haïdara et Tanjaratou Touara. Chérif Ahmed Tidiane Haïdara fut inscrit à l'école franco-arabe Sadou Ziwaza de Bangoni Dianguinebougou
en octobre 1996. Il a effectué ses études fondamentales de la première à la 9e année, sanctionné par l'obtention du diplôme de DEF en session de juin 2005 avec mention très bien. Après l'obtention du DEF, il poursuit ses études secondaires dans le même établissement et obtient son baccalauréat en 2008 avec mention très bien aussi. Il poursuit ensuite ses études universitaires à Niamey, au Niger, à l'université d'Atatoumoun, l'université de la solidarité, où il obtient sa licence avec la mention très bien. Il y décroché également son master dans la même université avec mention très bien. Il poursuit ses études jusqu'à présent. Ce 7e livre s'inscrit dans une démarche passionnée de documentation et de transmission permettant aux nouvelles générations de découvrir le parcours et la vie inspirante de Seyed Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Voilà, nous avons initié de dédier ce livre-là à Cherif Ahmed Tidiane Haïdara parce que le livre est le parcours, sinon on retrace une partie du parcours de Cherif Ahmed Tidiane Haïdara que nous considérons comme notre guide, qui a d'ailleurs un parcours exceptionnel. Nous avons parlé depuis la naissance du guide Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, depuis sa naissance, ses études, et après ses études, ses formations, les diplômes qu'il a eu à obtenir, et les attestations. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons parlé de ses œuvres, de ce qu'il est en train de faire socialement, quotidiennement, et encore de ses voyages, de ses missions dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire ses missions dans plus de 40 pays. Alors, ses missions de presse, ses tournées de presse. Nous l'avons dédié à peu près 40 et quelques points qui retracent un peu son parcours aussi. L'objectif de recherche est que les gens lisent ce livre-là pour connaître qui est réellement Chijin Prêcheur, Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Une rencontre empreinte de respect et de gratitude, rappelant combien la mémoire des grands hommes continue de guider et d'inspirer. Alors, le temps pour nous de vous présenter brièvement ce qui fait comme information à l'échelle internationale. Avant tout cela, en image avec Moussa Fomba. Dans le cadre de sa politique de rationalisation des dépenses publiques et de réorganisation des services administratifs, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a signé un décret datant du 8 juin ordonnant la dissolution de 9 organisations publiques placées sous la tutelle de la présidence de la République, du cabinet du Premier ministre et du secrétariat général du gouvernement. Cette mesure vise à réduire les charges de fonctionnement des appareils de l'État tout en gagnant en solidité et en efficience dans un contexte délicat pour le pays. Rationaliser les dépenses publiques, réorganiser les services administratifs du pays, conformément à la volonté du chef de l'État, devrait permettre d'améliorer l'utilisation des ressources en réduisant les coûts de fonctionnement et optimisant l'allocation des fonds publics en éliminant notamment les postes redondants. La presse locale a cité le 12 juin les organismes publics concernés par la dissolution qui sont le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'Agence de modernisation des villes du Niger, la Haute Autorité du Waqf, l'Inspection générale de la gouvernance administrative, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, l'Autorité de régulation du secteur de l'eau, l'Autorité de régulation du secteur des transports et la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Les compétences de ces entités sont variées, incluant la régulation sectorielle, le développement urbain, la protection des données, mais aussi la sécurité et la défense. Leurs prérogatives seront réaffectées selon le décret aux ministères concernés pour assurer la continuité de leurs services et de leurs missions, une manière d'éviter la duplication des efforts et des ressources. Selon le décret, les fonctionnaires détachés ou mis à disposition concernés par cette dissolution devraient réintégrer leur administration respective d'origine. Les agents auxiliaires verront leur contrat terminé, et ce conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail. Les présidents, directeurs généraux, membres des conseils d'administration et autres responsables de ces structures verront leur pouvoir suspendu dès l'entrée en vigueur du décret. En ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers de ces organismes, ils devraient faire l'objet d'un transfert au profit du ministère de l'Économie et des Finances, centralisant ainsi la gestion de leurs actifs.
Un premier avion en provenance des États-Unis a atterri à Bangui, en République centrafricaine, aux alentours de 22 h vendredi 12 juin, transportant environ 17 migrants expulsés, selon des médias occidentaux. L'appareil parti d'Alexandria, en Louisiane, a effectué une escale à Accra, au Ghana, avant de rejoindre la capitale centrafricaine dans le cadre d'une opération menée dans la discrétion. À leur arrivée, les passagers auraient été pris en charge par la police de l'air et des frontières pour les formalités administratives, ayant duré près de 4 heures, toujours selon les mêmes sources. Ils auraient ensuite été escortés et hébergés dans 2 hôtels du centre-ville de Bangui. Ce déplacement fait partie d'une démarche mise en place par l'administration américaine visant à réorienter certains migrants vers des nations tierces. La République centrafricaine est le dernier pays africain à avoir approuvé ce genre de mécanisme dans une atmosphère de collaboration migratoire non divulguée au public selon des médias occidentaux. Les autorités centrafricaines n'ont pour l'heure fourni aucune communication officielle sur les modalités de l'accord. Par ailleurs, le porte-parole d'un groupe d'organisations citoyennes, Paul Crescent Beninga, dénonce une absence de transparence, affirmant « En dépit de nos multiples demandes de clarification, le gouvernement a fait le choix du silence et du mépris. » Toujours selon les médias occidentaux, l'opposition politique centrafricaine dit être déçue et choquée et évoque des soupçons de contrepartie financière dans le cadre de cet accord tout en réclamant des explications sur les termes de la coopération avec Washington. Israël redoute l'accord irano-américain. Les inquiétudes portent sur le nucléaire, les financements iraniens et les groupes armés régionaux. Jérusalem redoute une perte d'influence stratégique face au rapprochement Téhéran-Washington. Selon le média israélien Inyet, un responsable israélien aurait vivement critiqué le mémorandum d'entente attendu entre Téhéran et Washington, estimant que ce n'est pas un bon accord et qu'Israël est désormais écarté d'un processus qui affecte directement sa sécurité. Selon lui, personne n'est satisfait et surtout la voix d'Israël n'est pas entendue, malgré les conséquences régionales potentielles. Les responsables israéliens redoutent surtout les effets économiques du compromis. Même partiellement débloqués, les fonds iraniens pourraient, selon eux, renforcer les capacités militaires de Téhéran et de ses alliés, comme le Hezbollah et les Houthis au Yémen. L'absence de mesures strictes sur les missiles ou les forces supplétives est perçue comme une faille stratégique majeure. Sur le nucléaire, les divergences restent profondes. Washington évoque le retrait ou la destruction de l'uranium enrichi, tandis que l'Iran parle de simple dilution sous surveillance. Israël affirme qu'un maintien de matières fissiles sur le sol iranien permettra une reprise rapide du programme militaire, notamment après un éventuel changement d'administration américaine. Au-delà du nucléaire, c'est la place d'Israël dans l'équation régionale qui inquiète. Les responsables redoutent que Washington cherche à stabiliser le Liban et à limiter les opérations contre le Hezbollah pour préserver l'accord avec l'Iran, réduisant la liberté d'action militaire israélienne. Dans ce contexte, plusieurs responsables évoquent une perte d'influence sans précédent. Trump nous a floués, on est dans le pétrin, résume l'un d'eux, illustrant une fracture croissante entre Jérusalem et Washington sur la gestion du dossier iranien. Le cas Kaya Kallas, la fronde contre la responsable de la diplomatie européenne se serait intensifiée. D'après des diplomates cités par Euronews, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères ferait face à des vents contraires de plus en plus violents. Pour autant, son poste ne pourrait pas nécessairement ressortir affaibli de cette crise et d'une éventuelle réforme, bien au contraire. Selon le Financial Times, face à ses détracteurs, Kaya Kallas compterait s'abriter derrière les traités européens qui auront le dernier mot, a rapporté ce 13 juin Euronews, alors que les critiques s'accentuent à l'encontre de celle qui est aujourd'hui à la tête de la diplomatie européenne. Il est important de rappeler que les rôles et responsabilités de l'institution de l'Union européenne sont clairement définis dans les traités. Ce cadre reste inchangé, a déclaré Kaya Kallas, dans un courriel interne adressé au personnel et consulté par la chaîne pan-européenne. Cette dernière est revenue sur le projet ébruité le 11 juin par le Financial Times de plusieurs chancelleries, dont la France, de réduire les prérogatives de la responsable de la diplomatie européenne et du service européen pour l'action extérieure, bras diplomatique de l'Union européenne, qui peine à répondre aux crises actuelles. Concernant Kaya Kallas, comme le résume Euronews, il lui est reproché de défendre des positions qui dépassent le consensus des 27 États membres de l'Union européenne, relevant parfois de l'opinion personnelle. Une fronde qui, ont confié à Euronews, sous couvert d'anonymat des diplomates européens, s'est intensifiée ces dernières semaines. Pour autant, selon ces mêmes sources,
Les véritables problèmes dépassent le cas Kaya Khalas, tant si bien qu'aux yeux d'Euronews, toute cette agitation ne serait finalement qu'une mise en lumière des faiblesses structurelles et des tensions qui traversent la politique étrangère de l'Union européenne. La chaîne mentionne ainsi un document informel lié au gouvernement français et qui proposerait 3 options. Si 2 d'entre elles affaibliraient fortement son rôle en transférant les pouvoirs soit à la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen, soit aux États membres, résume Euronews, l'autre renforcerait son portefeuille et étendrait ses compétences au commerce et au développement économique. Voilà, c'est tout ce que vous devriez comprendre comme l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne vous éloignez pas de vos petits postes de téléviseur, car le journal Bamouanankan sera là de moment à l'autre, qui sera présenté par Moussa Fomba. Très bon début de semaine.